Bonjour à toutes et à tous. Être invité ici et maintenant, je veux dire pas loin du 5 octobre 1713, me donne un grand plaisir et aussi une certaine émotion à la simple idée qu'il y a peut-être dans l'air de la ville et de ce théâtre quelques molécules du premier souffle de Diderot, fils de Langres et père de l'encyclopédie. Je remercie Philippe Manot, Agnès Legouze, Pierre Blandin et Laure Parmentier et toutes leurs équipes qui m'ont contacté et qui m'ont invité à réactiver les liens qui nous rattachent à Diderot, et particulièrement au Diderot, éditeur, penseur et artisan de l'encyclopédie. Malgré l'énormité de l'œuvre, malgré l'ampleur de la tâche, malgré la hargne et la persévérance de nombreux ennemis, l'entreprise a été menée à son terme. Pourtant, très vite, dès le début, la question de sa possibilité même s'est posée. Diderot, dans le prospectus de novembre 1750, tiré à 8000 exemplaires, pour répondre à, je cite, ceux qui ont prétendu que cet ouvrage était impossible, affirme catégoriquement, et je dirais publicitairement, que l'ouvrage que nous annonçons n'est plus un ouvrage à faire. Certes, certaines choses avaient déjà été faites. Pourtant, la réalisation totale sera encore longue. Le premier tome date du 28 juin 1751 sous le titre d'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres mise en ordre et publiée par M. Diderot et, pour la partie mathématique, par M. d'Alembert. Tout est dit sur cette page de titre, et chaque mot mériterait un long commentaire. Il faudra attendre 1765 pour voir la publication des 17 volumes de discours et 1772 pour le 11e et dernier volume de planches. Si l'on ajoute la préhistoire du projet de 1745 à 1750, l'ensemble dépasse 25 années pour atteindre ce que le chevalier de Jaucourt appelle avec satisfaction et soulagement dans le dernier article de cette encyclopédie, ZUENE, ou double Z initial, la clôture de l'encyclopédie. Et Jaucourt de citer, pour terminer cet article, le chancelier Bacon, qui fut le phare des commencements. La boucle est donc bouclée. De 1751 à 1772 ont paru les 28 volumes de l'encyclopédie. Ce tout impressionnant pour l'époque, qui dépasse largement les 8 volumes de texte et 2 de planches avancés par le prospectus, qui élargit considérablement les 2 volumes de la Cyclopédia d'Ephraim Chambers de 1728, dont l'encyclopédie était initialement une simple traduction. Cet ensemble représente bien, comme le dit Diderot, une matière immense, et Voltaire ajoutera un ouvrage immense et immortel. L'adjectif immense signifiant, selon le dictionnaire de l'Académie, non seulement très grand, mais surtout et d'abord sans limite, démesuré, voire infini. Alors, je voudrais évoquer maintenant une petite anecdote. C'est l'acte de Pierre-Étienne Voincher de Versailles, un homme de qualité, un Langrois, qui, comme le rapporte Angélique de Vandel, fille chérie de Diderot, dans les mémoires sur la vie de son père, en voulant quitter cette province, offrit en 1780 à la ville de Langres un exemplaire des 28 volumes de l'encyclopédie. Et au même moment, nous dit encore Angélique, le buste de Diderot par Houdon fut posé solennellement à la mairie de Langres sur une armoire contenant cette encyclopédie. Et j'aime à me représenter ce tableau, la tête même de l'encyclopédie, son esprit en quelque sorte, sur son corps. Et c'est de cet esprit, j'ai bien apprécié d'entendre tout à l'heure le mot esprit à propos de Diderot, parce que Diderot n'a peut-être pas inventé le web, mais il était dans l'esprit du web. Et je vais diviser cet esprit en 4. Je voudrais
présenter 4 points qui permettent de passer de ces lourds volumes in-folio de l'encyclopédie qui appartiennent à la galaxie Gutenberg à toutes les possibilités virtuelles du web. Alors, il y a l'esprit expérimental d'abord, ensuite il y a l'esprit philosophique, il y a l'esprit poétique également, et enfin l'esprit relationnel, l'esprit de la communication. L'esprit expérimental, c'est celui qui pousse Diderot à viser la totalité du savoir. Il faut sans arrêt élargir le cercle des connaissances. Aux sciences, le dictionnaire ajoute les arts et les métiers. Il s'agit bien de faire entrer les métiers dans le cercle du savoir communicable. L'encyclopédie doit donc rendre compte de tous les territoires du savoir. Le vrai est le tout. Tout est bon à savoir. De la mathématique, de l'infinitésimal à la métallurgie, de la fabrication des bouchons à la broderie en guipure, des savoirs au savoir-faire. Cela implique pour Diderot de lutter contre les corporatismes, de dévoiler les secrets de fabrication, de faire en sorte, dit-il, que les artisans rendent raison de leurs opérations. Et donc, il faut développer un vocabulaire technique pour transmettre ces savoirs encore gardés secrets à l'époque. Cela explique l'importance des planches dans l'encyclopédie. C'est une œuvre multimédia. Il s'agit de donner à voir les choses, de découvrir l'intérieur des choses, de démonter le mécanisme des machines pour donner à comprendre leur fonctionnement. Pour cela, il fallait envoyer les dessinateurs dans les ateliers. Cela conduit à analyser, évidemment, le fonctionnement de la machine encyclopédique elle-même. Et ça me permet de passer à mon deuxième esprit, l'esprit philosophique. Diderot n'est pas seulement l'éditeur de l'encyclopédie, son artisan, il en est aussi le philosophe, l'épistémologue. Il partage cette tâche avec d'Alembert, mais c'est vraiment lui qui a mené l'entreprise au bout. C'est la perspective de Diderot qui nous conduit vers le web. Pour le dire vite, Diderot aborde l'étude de la démesure, tandis que d'Alembert se consacre plutôt à la mesure en tant que géomètre. Traçons le mouvement principal de cette épistémologie. Le problème essentiel est de raisonner le dictionnaire. Le premier titre, c'était dictionnaire universel. Et on a adopté finalement l'expression dictionnaire raisonné. Il faut soumettre l'arbitraire alphabétique à la raison épistémologique. Il faut donc une carte, un arbre, une arborescence, une organisation qui constitue l'ordre sourd du dictionnaire. Chambers avait envisagé déjà une vue globale et un corps total du savoir, classé selon les matières. Diderot et d'Alembert vont greffer sur l'encyclopédie l'arbre des connaissances du chancelier Bacon, qui est fondé sur la division de l'entendement humain en 3 facultés, la mémoire, l'imagination, la raison. Toutefois, ils modifient ce schéma et ces modifications sont décisives. D'abord, ils abandonnent un arbre de la science divine qu'avait prévu Bacon. Ensuite, ils mettent la raison au centre stratégique des facultés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de mémoire, imagination, raison, mais de mémoire, raison au centre et imagination. Enfin, ils assurent la promotion de la science de l'homme. Ainsi, le savoir dans l'encyclopédie est un savoir de l'homme, par l'homme et pour l'homme. Diderot va même plus loin dans l'article encyclopédie, le plus long article de toute l'encyclopédie, c'est vraiment l'esprit de l'encyclopédie dans l'encyclopédie. Il élabore une conception décentralisée du savoir. Je cite, « L'univers, soit réel, soit intelligible, a une infinité de points de vue sous lesquels il peut être représenté, et le nombre des systèmes possibles de la connaissance humaine est aussi grand que celui des points de vue. Et du coup, seul le point de vue de l'utilité humaine est pertinent. » En fait, par le système raisonné des connaissances humaines présent au seuil de l'œuvre, par les liens entre les sciences proposés au début des articles, par le fameux jeu des renvois que Diderot explique également dans l'article encyclopédie, le dictionnaire est raisonné. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque part un ordre absolu de connaissances. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une accumulation d'informations rangées dans l'ordre pratique de l'alphabet. Ce n'est pas une somme statique et hiérarchisée a priori, c'est une incitation à la lecture dynamique, à la recherche des liens,
à l'intelligence. La boîte à savoir n'est pas pour Diderot un simple conservatoire. Elle doit se faire machine à penser, machine à critiquer. Selon la formule célèbre, un bon dictionnaire doit changer la façon commune de penser, et pour cela, chaque lecteur doit trouver son propre fil d'Ariane. Mais pour activer vraiment les liens, l'esprit philosophique ne suffit pas. Il y a un autre dynamisme intellectuel qui est cultivé par Diderot, enthousiaste de la raison. C'est l'esprit que j'appellerai ici poétique, qui permet de saisir des analogies et de percevoir ce que Diderot appelle des rapports éloignés. Et il fait de cette perception des rapports éloignés le propre du génie, comme vous l'avez dit, de la générosité. Certes, cet esprit poétique peut se tromper, peut rencontrer l'erreur, mais c'est lui qui permet la découverte. Et donc pour Diderot, l'encyclopédie n'est pas seulement une machine à critiquer, une machine à penser, c'est aussi une machine à inventer. Elle est le recueil des connaissances, mais elle doit, et on ne le dit pas souvent, elle doit aussi permettre au bon lecteur de faire des hypothèses. Et lui-même, Diderot, dans cet article d'encyclopédie, il fait des hypothèses, il lance des hypothèses pour la science, au risque de l'erreur. Le dernier esprit concerne, après les liaisons entre les idées, les relations entre les hommes. C'est l'esprit relationnel, l'esprit de l'intelligence collective entre les contributeurs. Diderot est éditeur, mais l'auteur de l'encyclopédie est collectif. C'est une société de gens de lettres. C'est une innovation à l'époque. Il y avait un seul Chambers pour 2 volumes. Devant l'ampleur, l'immensité, l'augmentation du savoir, il faut une société. Il faut que chacun s'occupe de sa spécialité, de son étude, de sa passion. C'est pourquoi Diderot déclare « Je les veux épars ». Cette société, ce n'est pas une société, comme il dit, subsistante, car il n'y a aucune société subsistante d'où l'on puisse tirer toutes les connaissances dont on a besoin, et qui, si l'on voulait que l'ouvrage se fît toujours et ne s'acheva jamais, il n'y avait qu'à former une telle société. Il fait allusion à l'Académie française, aux académies. L'encyclopédie doit dépasser les académies. C'est une académie des académies comme un dictionnaire des dictionnaires, dans l'idéal de Diderot, évidemment. Alors, ce n'est pas une équipe commandée par un politique, un ministre. Diderot le dit bien, et il propose une formule frappante. Une encyclopédie, dit-il, ne s'ordonne pas. Non, elle se construit grâce à des relations, des amitiés, des rencontres. Les seules règles de cette société ouverte sont, dit-il, alors il y a 3 points, la bienveillance réciproque, la générosité, l'intérêt général du genre humain et la liberté. Diderot énonce ce pacte social dans l'article éditeur, mais chacun a une manière de penser et de dire qui lui est propre et dont on ne peut exiger le sacrifice dans une association où l'on n'est entré que sur la convention tacite qu'on y conserverait toute sa liberté. Cette liberté n'implique pas toutefois que n'importe qui puisse publier n'importe quoi. C'est l'éditeur qui décide, c'est lui qui choisit les contributeurs, mais il est arrivé que les contributeurs proposent des articles. Et pour l'organisation, pour le style, ils ont liberté, même si Diderot souhaiterait un ordre plus commun, mais bon, il accepte la liberté. Ainsi, on rencontre une grande diversité de contributeurs. Chacun des coéditeurs active ses réseaux, d'abord d'Alembert. On recherche des grands noms pour cautionner l'entreprise, comme Montesquieu, qui n'écrira qu'un bout d'article, parce qu'il va mourir assez vite au début de l'entreprise, ou Voltaire. On recherche des savants illustres pour garantir les savoirs, des signatures, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs anonymes. On aura également des polygraphes obscurs, des compilateurs. Certains n'écrivent qu'un article. Et Jaucourt, le chevalier de Jaucourt dont je parlais tout à l'heure, va en élaborer plus de 17 000, soit le tiers de toute l'encyclopédie. De surcroît, la société encyclopédique déborde en quelque sorte le cercle des encyclopédistes. Elle est relayée par les journaux qui discutent et disputent autour d'elle. Elle est un miroir de la société du temps. Non parce que les encyclopédistes reflèteraient une structure sociale. Il n'y a pas de paysans parmi eux, il n'y a pas de femmes, enfin, on en a peut-être quelques-unes, mais anonymes. Non, ce n'est pas un reflet. Non, c'est pas pour ça qu'ils reflètent, qu'ils sont dans la société du temps. C'est parce qu'ils portent les problèmes de leur époque. Et l'on
c'est le forum des Lumières. Et l'on peut débattre d'un article à un autre. Diderot débat avec d'Alembert sur les probabilités. Et on peut même parfois, à l'intérieur d'un article, trouver des opinions divergentes, ouvertes, libres, inventives, critiques, audacieuses. L'encyclopédie, évidemment, étant donné tout ce que j'ai dit, apparaît aussi inégale et imparfaite. Diderot en a parfaitement conscience. À l'occasion d'un procès contre un souscripteur mécontent, Luneau de Bois-Germain, il reconnaît: on n'eut pas le temps d'être scrupuleux sur le choix des travailleurs. Parmi quelques hommes excellents, il y en eut de faibles et de tout à fait mauvais. De là cette bigarrure dans l'ouvrage où l'on trouve une ébauche d'écolier à côté d'un morceau de main de maître, une sottise à côté d'une chose sublime. Mais n'était-ce pas inévitable? Diderot sait parfaitement que l'œuvre doit être amendée, qu'il s'agissait simplement, comme il le dit, d'une tentative, de la tentative d'un esprit philosophique, d'un siècle philosophe. Alors ce n'est pas un constat d'échec, c'est un encouragement à refaire l'encyclopédie à chaque génération, à l'actualiser. C'est un appel à la postérité qui, comme on sait, est très chère à Diderot. Et c'est nous, cette postérité, nous sommes cette postérité, et nous avons la charge, à l'heure du web, d'être à la hauteur du modèle idéal d'encyclopédie que Diderot a rêvé. Je vous remercie.